Le premier garage à Halle, j'ai eu beaucoup d'avis mitigés des amis. Pas mal qui me disaient mais t'es un peu fou, tu tapes autant d'argent dans un garage, c'est un nouveau concept, tu sais pas si ça va marcher. Et ils ne comprenaient pas vraiment le concept. Mais moi j'avais une vision très claire et j'étais, je peux le dire, sûr à 100% que ça allait marcher. J'ai invité quelques amis, on a fait une petite ouverture privée, mais on a fini par bloquer la chaussée de Mons. Il y avait des gens qui débarquaient de partout. Mais quand je dis de partout, il y avait des gens de Liège, de Namur. On a passé une soirée, après la police est venue parce qu'il y avait trop de bruit, il était 23h du soir et ça commençait encore à venir. Donc c'était une belle ouverture. Et surtout maintenant avec toi Carlo, c'est la guerre, on bosse 7 sur 7. Je pars à 6-7 heures du matin, je rentre à minuit. J'ai une fille de 7 ans, des fois je la vois pas pendant 2-3 jours. Donc c'est pas facile. C'est beau, c'est passionnant, j'adore ce que je fais, mais les gens ils doivent comprendre que c'est vraiment des grosses activités. Bonjour Cosmin, un grand merci pour ton invitation. Donc, avec plaisir. Pour ceux justement qui nous regardent, là on est chez Autospa, donc Cosmin ici fondateur qui va nous partager son parcours, nous reçoit et donc on peut voir derrière un beau décor. Je ne sais pas si tu connais un petit peu notre concept de podcast, mais on aborde justement tout ce qui est investissement et entrepreneuriat, vraiment le parcours des gens. Super. Et donc voilà, évidemment on remercie tous ceux qui regardent la vidéo et en 2 mots, Belgium Invest c'est quoi? C'est tout un écosystème dédié à l'investissement où on fait justement des événements, on parle immobilier, on parle d'autres thématiques et on fait aussi des événements privés avec notre club et ainsi de suite. Donc merci de nous recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir. C'était difficile de s'organiser au niveau des dates, mais on y est. Ouais. Et je pense que le podcast d'aujourd'hui va être très intéressant et très instructif, surtout pour les plus jeunes ou ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et avoir le même succès quelque part. Ouais, succès c'est un grand mot, mais on va essayer de partager au maximum à ce qu'on donne de l'espoir à la communauté. Parce que c'est ça le but au final, c'est d'inspirer des gens et montrer le parcours. Exactement. Est-ce que tu sais le présenter déjà en quelques mots et après ça on va faire vraiment du début. Ça marche. Mais quel type de présentation? Professionnelle ou particulière surtout? D'abord, tu te présentes en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et expliquer un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis après on rentre plus en détail dans ton parcours avant, pendant et ton futur. Ça marche, le parcours professionnel. Ok. Les gars, bonjour, moi je m'appelle Cosmin, je suis le fondateur Autospa. Mon parcours professionnel, il a été un peu très basique du fait que j'ai commencé à zéro, donc j'ai passé par plusieurs étapes. J'ai été employé dans plusieurs boîtes environ 7-8 ans. Ensuite, j'ai décidé de me mettre en indépendant, d'abord dans le secteur de la construction. J'y suis actuellement également. Et c'était un peu la rampe de départ parce que c'est là où j'ai fait mon premier argent. Et l'automobile, ça a toujours été une passion depuis petit. J'ai toujours essayé d'avoir des voitures belles, bien évidemment par rapport à mon budget actuel. Et au fur et à mesure, j'ai eu un plan. J'ai trouvé une lacune, surtout dans le secteur belge. Il m'a fallu au moins 3-4 ans de préparation, histoire de vraiment pouvoir rassembler les fonds nécessaires, parce que c'est quand même avant de pouvoir ouvrir un centre pareil. Et après, je me suis assis avec ma femme, on avait les fonds et on a décidé d'avancer. Donc c'était vraiment le point de départ du premier garage. Et là, tu as développé ton premier garage. Si tu sais un peu nous expliquer du coup, quand est-ce que tu as développé ton premier garage, comment ça s'est mis, est-ce que tu as dû mettre des fonds? Tu n'es pas obligé forcément de nous parler prix, mais un peu pour les gens qui veulent se lancer un petit peu. Écoute, ça a été très simple, donc j'ai mis quand même 4-5 ans à réunir les fonds. Donc à un moment donné, pas vraiment par les chiffres parce que ça doit rester quand même confidentiel, mais c'est quand même des gros investissements, on parle de quelques centaines de milliers d'euros. Ensuite, je me suis lancé, j'ai essayé de trouver des fournisseurs pour tout ce qui est sol, tout ce qui est LED, tout ce qui est fourniture. Ensuite, il y a des rénovations complètes au bâtiment parce que c'est une structure quand même assez complexe, on ne trouve jamais un bâtiment prêt à l'emploi. Donc c'est vraiment une structure qui est étudiée, donc il faut tout en détail à partir de tout ce qui est système d'évacuation d'eau, traitement des eaux aussi. C'est très important pour avoir un permis d'urbanisme. Bien évidemment, les machines qui coûtent très cher, donc c'est un investissement conséquent. J'ai trouvé les fournisseurs, j'ai pris les contacts avec, on a investi tout simplement. Et on a eu une grosse période de travaux pour le premier garage parce qu'on a pris un bâtiment qui c'était littéralement 4 murs et un toit. On a dû tout refaire, on a dû même construire le bureau, l'accueil, on a vraiment tout fait. Et après 5 mois de travaux, le premier garage à Halle, le 2 février 2023. Okay. Donc là, c'était le premier garage. J'ai eu beaucoup d'avis positifs et négatifs et surtout mitigés des amis. Venant du monde automobile, j'ai eu facile à faire de la publicité. Et il y avait pas mal qui me disaient mais t'es un peu fou, tu tapes autant d'argent dans un garage, c'est un nouveau concept, tu sais pas si ça va marcher. Il y en a qui m'ont dit même mec, tu proposes des lavages, des car wash à 150 €, il y a personne qui va te payer ça, la moyenne c'est 25-30 €. Et ils comprenaient pas vraiment le concept, le service qu'on a derrière et l'expérience client qu'on fournit. Mais moi j'avais une vision très claire et j'étais, je peux le dire, sûr à 100% que ça allait marcher.
parce que j'offrirais un service au client que moi-même je voulais l'avoir, étant consommateur de ce que je fais. Et ça a été très vite, donc disons que le coup de boost a été vite. Je répète, venant du monde automobile, j'ai invité quelques amis, on a fait une petite ouverture privée, mais on a fini par bloquer la chaussée de Mons. Parce que ça a fait 2-3 stories, les gens très connus sur les réseaux, des influenceurs belges, et il y avait des gens qui débarquaient de partout. Mais quand je dis de partout, il y avait des gens de Liège, de Namur, de partout qui sont venus, et on a passé une soirée, après la police est venue parce qu'il y avait trop de bruit, il était 23h du soir, et ça commençait encore à venir, on a bloqué la chaussée de Mons. Donc c'était une belle ouverture. Chose qui a rempli nos agendas pendant presque 3 mois, dès le premier jour. Et parlant chiffres, niveau rentabilité, nous avons été rentables dès le premier mois. Donc nous avons fait des bénéfices conséquents dès le premier mois. Donc ça m'a rassuré dès l'ouverture, chose qui m'a motivé directement, je pense, après 6 mois d'ouverture, de penser à ouvrir un deuxième. Et là justement, tu l'as dit, c'était 4-5 ans d'économie pour ce projet-là. C'est ça. Ok, donc ça faisait déjà 4-5 ans. Je travaillais et je visionnais le projet, mais vu que j'avais pas les fonds, j'avais pas encore les fournisseurs, j'avais pas encore les contacts, il te faut des produits, il te faut des fournisseurs, il faut vraiment tout. Donc tout regrouper, disons le business model et le business plan, il m'a fallu 5 ans plus ou moins pour le faire, ainsi que regrouper les fonds. Et dans un premier temps, alors tu avais ta boîte de construction. J'avais la boîte de construction. Qui, elle, quelque part, était le moteur pour... Ok. Exactement. Et qui tourne toujours. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, construction, donc c'est toi qui t'es occupé avec tes équipes, j'imagine. Exactement, c'est moi qui ai fait toute la rénovation complète, donc tout ce qui est rénovation, construction, aménagement, j'ai fait avec mes hommes en parallèle avec les chantiers. Parce qu'en semaine, on travaille sur nos chantiers et le vendredi soir, chantier jusqu'à dimanche soir, on travaillait chez nous. Donc c'était du 7 sur 7 pendant 5 mois. On en reparlera pour le prochain. Tu vas nous expliquer. Et ok, merci, hyper intéressant. Quel est le client type qui vient chez Autospa ? Le client type, c'est assez simple. Souvent, les gens, surtout au début, là on a essayé je vais un petit peu dévier la question. Souvent au début, les gens, ils avaient entre guillemets peur de venir chez nous parce qu'on montrait que des voitures de luxe. Donc pour eux, les gens qui avaient des voitures normales, c'était pas pour eux. Mais nous, on a essayé de faire comprendre, et c'est souvent un peu le cas maintenant, que nous, on accepte tout le monde. Donc il y en a pas, on n'est pas des gens qui vont dire « Ah, t'as une Fiat 500 ? Tu viens pas chez nous ». Non, nous on offre des prestations à tout type de véhicule, à tout type d'installation. On n'a pas un client type. On offre des prestations premium, donc voilà, on accepte tout le monde. Okay. Tout le monde. Mais disons, la majorité, ce sont des clients qui ont des voitures un peu plus d'exception. Okay. Mais ça n'empêche pas les autres clients, par exemple, qui ont une voiture sale, une voiture ordinaire, très sale, ou d'autres établissements de nettoyage automobile n'arrivent pas à avoir un résultat conséquent. Ils se dirigent vers chez nous, ils payent une fois une remise à neuf globale de la voiture. Nous, on va jusqu'à démonter les sièges pour vraiment nettoyer la voiture. Et ensuite, ou bien ils continuent dans leurs établissements habituels pour un prix pas cher, ou bien ils viennent chez nous parce que là, depuis peu, nous avons lancé une formule FAST. Donc c'est une formule plus ou moins car wash, c'est pas detailing, mais on travaille sur une bonne base. Donc si d'abord on fait une bonne remise à neuf, à ce que la voiture elle est propre, et on propose aux clients de venir chez nous régulièrement pour entretenir pour un tarif beaucoup plus bas, très proche des car wash habituels. Et tu sais justement expliquer, c'est quoi tes services pour ceux justement qui ne connaissent pas encore? Qu'est-ce que tu proposes exactement? Bien évidemment. Nous, en fait, la base d'Autospa, moi dans ma tête, j'avais une vision one-step shop. One-step shop, ça veut dire quoi? Tu as un problème avec ta voiture, à part la mécanique, donc tout ce qui touche à l'esthétique automobile, on fait tout. Donc mon but, c'est d'avoir tous les corps du métier qui sont liés à l'esthétique automobile, à partir de la carrosserie. Et quand je parle carrosserie, c'est polissage, pose de coating céramique, PPF, c'est le fameux film de protection, tout ce qui est car wrapping, changement de couleur, vide teinté et tout ça. Ensuite, le corps du métier principal, c'est le detailing, donc c'est le nettoyage premium. C'est avec ça que nous avons été connus en Belgique et c'est ça qui nous fait prospérer. Et après, il y a plein d'autres choses. Depuis peu, on fait également tout ce qui est montage d'échappement, montage de kits de performance, donc tout ce qui est lames, diffuseurs, béquets et tout ça. Donc vraiment, on essaye d'avoir un one-step shop. Donc le client qui n'a pas le temps, qui veut faire plein de choses sur la voiture, il n'est pas obligé d'aller dans 10, 15 garages pour faire plein de choses. Tu dois aller chez un sellier pour réparer ton siège, tu dois aller chez un autre pour changer tes pneus. Non, chez nous, on a des sous-traitants, on ne fait pas tout chez nous, 90% oui, mais par exemple pour des jantes et des pneus, on a des sous-traitants, on prend la voiture, pendant que nous on fait le polish ou la céramique ou le PPF ou peu importe le projet, la voiture elle est sur le pont, et un sous-traitant qui vient, il récupère les jantes, il change les jantes ou il change les pneus pendant le processus. Et les tarifs, c'est exactement les mêmes tarifs, donc on essaye vraiment d'apporter un service au client qu'il a nulle part ailleurs, pour tout type de véhicule. Qu'est-ce que tu as eu comme plaisir de recevoir? Quelle est la plus belle voiture qui, selon toi, parce que évidemment c'est subjectif,
la voiture la plus incroyable pour toi que tu as reçue, que tu as pu justement... Après, je ne vais pas paraître arrogant, c'est pas loin du tout, mais pour moi, toutes les voitures, ils sont belles. Maintenant, la voiture la plus belle, ça va être difficile parce que moi, je suis un petit peu... Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout et comme vous avez pu le constater ce matin, moi-même, j'ai plusieurs voitures, mais des types différents. J'ai des sportives, j'ai des 4x4, j'ai des voitures normales aussi, donc chaque voiture a un peu son charme. Si tu me demandes la voiture la plus chère, là, c'est une autre question. Ok, c'est laquelle ? La voiture la plus chère, c'est une Aventador SVJ, qui tourne pas très loin de 650 000. Mais cette année, j'espère, à l'ouverture de Monaco, ça c'est un autre sujet, à l'ouverture de Waterloo, on aura une Bugatti Chiron. Donc ça, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est dans les 3,5 millions, 4 millions. Et une 718 Spider, ça c'est normalement dans les 2,2 millions. Okay. Donc pour l'instant, on est dans les 650-700, mais l'année prochaine, ça va envoyer. Et tu as dit justement, tu as ouvert en 2022 ton premier, c'est ça ? 2023. 2022, on a commencé les rénovations, par exemple vers octobre-novembre, février 2023. Ça, c'était le premier. Et du coup, celui-ci, maintenant, on passe au deuxième. Donc, tu as été rentable dès ton premier mois ? J'ai été rentable dès le premier mois, j'ai été rentable dès la première année. Maintenant, il y a plein de gens qui vont se demander comment j'ai eu les fonds. J'ai expliqué comment j'ai eu les fonds. Ensuite, Autospa Halle, j'ai un peu injecté un tout petit peu en plus de ce que j'ai récupéré sur l'investissement sur un an. Et ce processus a conduit à l'ouverture d'Autospa à Bruxelles, qui est situé à Wemmel, l'emplacement où nous sommes aujourd'hui. Ok. Et là, pareil, tu as dû tout refaire ou... Là, pareil, ici, c'était encore plus catastrophique qu'avant, parce que quand je suis arrivé, le bâtiment est à l'abandon depuis 4 ans. Pour vous donner une idée, dans la cave, parce que quasi tout le bâtiment est sous cave, il y avait plus d'1,50 m d'eau. Okay. Donc imaginez-vous la moisissure, l'humidité et tout ce qui s'ensuit. Donc ici, on a un peu plus de travaux que prévu, mais on a été plus vite que 5 mois parce que j'ai mobilisé plus de personnel. Donc j'ai dû vraiment stopper un chantier et j'ai focusé ici. Mais ici, l'investissement était beaucoup plus sévère parce qu'on a dû vraiment complètement refaire tout ce qui est une bonne partie des fondations. On a dû colmater beaucoup de fuites au niveau de la toiture. Également tout ce qui est système d'humidité, car on a dû injecter pas mal de murs parce que vu que les fondations étaient humides, l'humidité remontait et on ne pouvait même pas peindre. Donc l'investissement dans le bâtiment, il était conséquent. Okay. Mais, merci à Dieu, dès l'ouverture, nous avons cartonné, car on avait une énorme clientèle à Bruxelles et environ, qui se tapait Halle, mais pas très souvent parce que vous savez très bien en Belgique, on a beaucoup d'embouteillages, surtout dans les heures de pointe, et ça démotivait un peu les gens. Et d'ici l'idée également d'ouvrir à Bruxelles, parce qu'on avait beaucoup de clients de Bruxelles, et ils ont dit, on est à Bruxelles, ouvre un à Bruxelles. Et après, stratégiquement parlant, j'ai pensé, mais j'en ai un à Halle qui est dans le sud de la Belgique, plus ou moins. Mais dans le nord, ça serait bien, comme ça on se positionne dans des endroits stratégiques pour pouvoir donner accès aux gens rapidement. Et comme critère, c'était proche de l'autoroute, facile d'accès. Comme ça, les gens, ils peuvent venir un peu de partout. Okay. Donc voilà. Et tu as combien d'employés pour l'instant ? Nous sommes pas très loin de 20. Ok. Ouais, dans les deux centres. Et là, on est occupé à former pour le nouveau centre à Waterloo. Tu peux nous en parler, justement. Donc là, c'est même pas que tu envisages, c'est que c'est sur le point d'être lancé. C'est sur le point d'être lancé également. Continuons sur Bruxelles. Donc, on a super bien travaillé dès le début. Et là, je comptais, pour le troisième, ouvrir à Monaco l'année prochaine. Mais on a eu une surprise à Waterloo. Nous avons un contact immobilier qui nous a téléphoné. Il y avait un bâtiment offshore, super bien situé à Waterloo. Une très bonne région, comme vous le savez un petit peu, la Waterloo, c'est une région très riche de la Belgique. Pas facile d'accès au niveau des commerces, pas très abordable au niveau des tarifs, mais une occasion s'est présentée à nous et je l'ai saisie. Donc j'ai pris le bâtiment, on a déjà commencé les travaux et si Dieu le veut, j'estime une ouverture pour le 15 janvier 2026. Ok, je ne sais pas quand le podcast sortira, mais ce sera plus ou moins dans ces eaux-là. Magnifique. Mais tu peux déjà donner, quoi qu'il arrive, l'adresse, comme ça ceux qui... déjà, tu vas pouvoir expliquer, parce que comme tu m'as dit en off, tout le concept et tout, proche de la rue et ainsi de suite, la visibilité, voilà. Explique, et après tu peux également donner du coup l'adresse, comme ça les gens qui veulent venir voir. Ça marche. Le concept à Waterloo, c'est très simple. En fait, c'est juste dans la chaussée de Bruxelles, 736. Donc c'est vraiment, tout le monde connaît le rond-point McDo à Waterloo. L'avantage de ce bâtiment, c'est qu'on n'est pas trop loin de Range Rover et pas trop loin de toutes les concessions automobiles. À savoir que nous, on travaille déjà avec plusieurs marques. Je ne vais pas donner de nom pour pas que ça fasse, mais les grosses marques de voitures. Et qui sont justement situées dans cette rue-là, donc facilité de transaction. Souvent, on travaille sur des voitures nouvelles. Donc le client commande une marque de voiture. Nous, elle vient chez nous directement pour les protéger en PPF, au changement de couleur, ou
céramique ou autre, et ils sont 90% des cas livrés directement chez nous avant que ça arrive chez le client. Donc une facilité de transaction. Et aussi au niveau de la structure, nous avons une vitrine de 30 mètres, très facile d'accès, très visible à la rue, c'est sur la chaussée de Bruxelles, qui permettra justement aux passants et à nos clients de voir vraiment. C'est une concession automobile en fait, tout simplement. C'est comme une concession, mais c'est pas vraiment une concession de vente, c'est Autospa dedans. Est-ce que c'est comme tu l'as dit, au final c'était aussi une réflexion, parce que je vois que quand tu lances des projets, tu réfléchis beaucoup, tout ce qui est lancement et ainsi de suite. Il y a vraiment une vraie stratégie derrière? C'est une vraie stratégie, oui. Parce que c'est facile d'accès encore une fois. Donc c'est à 2 minutes de l'autoroute. On a Waterloo, Uccle, donc on couvre une région vraiment assez isolée en Belgique, très fortunée, très riche, où il y a un public automobile conséquent. Tout a été réfléchi dans le sens où on a tous nos partenaires à côté, exactement. Et la structure du bâtiment, je ne vais pas trop en parler, vous allez découvrir vous-même à l'ouverture, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment des hauts plafonds de 5 ou 6 mètres. On a une mezzanine qui servira de lounge et accueil client. Donc le client va être accueilli et il va s'asseoir dans cette zone-là pendant la prestation, qui donne une vue 360 sur l'atelier complet. Donc il y a tous les corps du métier, donc ça va être structuré par corps du métier, PPF, nettoyage, polish céramique, covering et tout ça. Et le client il aura une vue 360 de ce qui se passe sur son véhicule. On mettra aussi un espace bien-être pour le client, donc tout ce qui est coin café, on aura un bar, on aura une table de billard, on aura vraiment un confort de luxe. En fait, mon but, c'est que le client vienne chez nous, pas juste pour la prestation, pour être là. J'ai envie de vraiment faire venir des entrepreneurs qui signent des contrats chez moi. Pour dire voilà, on a un contrat à signer, on a signé un bâtiment, on a signé une vente, c'est super, mais on va aller où? On va pas aller au coin où, je sais pas un quotidien à côté, manger une omelette. Non, on va chez Autospa. Parce que là c'est beau, c'est un beau cadre, c'est des entrepreneurs également, on voit des belles voitures, et ils sont accueillants, ils sont cool, et on a envie de faire des choses. C'est un peu ça le but, vraiment créer une communauté, pas juste les entrepreneurs, mais vraiment à ce que les gens aiment venir chez nous. Une expérience quoi. Une expérience, exactement. Ils peuvent rester toute la journée quoi. C'est ça, c'est ce qu'on fait pour l'instant. On a plein de voitures que les clients ils les oublient chez nous par exemple. Ouais, comment ça c'est bon, tu laisses des voitures, roule avec si tu veux. Parce qu'ils aiment bien être là, donc ils aiment bien que leur voiture soit chez nous. Donc c'est un climat de confiance qu'on forme avec nos clients et c'est ce que j'ai envie de vraiment développer à la fin. Un peu aussi un système de conciergerie ou non? Ça va être justement à Waterloo parce qu'on a un parking de 35 places derrière et là j'ai prévu, c'est un cours dans les plans, de faire un carport fermé avec système de ventilation, air conditionné et caméra vidéosurveillance. Et là, j'aurai 10 places de concert, justement pour les clients qui ont malheureusement le problème de ne pas avoir assez de place pour les voitures à la maison. Et là, on va fournir un service de conciergerie. Okay, ouais. Ça va être, à mon avis, dans l'année 2026, mais c'est dans les plans. Mais du coup, ton but initial, c'était d'aller à l'international, plutôt ouvert sur Waterloo. Ouais. Est-ce que l'international, c'est toujours un objectif? C'est toujours un objectif. Okay. Depuis petit, je voyais les magazines avec Monte Carlo, les présentations automobiles et tout, et je me suis dit un jour, je vais aller à Monte Carlo pour visiter. Je peux le faire à tout moment, merci à Dieu, grâce à la position financière que j'ai maintenant, surtout au confort financier, mais je ne vais pas y aller. Je me suis mis en objectif, je vais à Monaco, quand je vois mon premier bâtiment, j'ouvre un business à Monaco. Donc ça, c'est quand même un truc qui me motive, parce que je voulais juste aller voir quand j'étais petit, mais là, je vais ouvrir un business à Monaco. Maintenant, vous allez me dire, je suis un fou, à Monaco, c'est difficile de trouver un hangar, pas très loin. Il y a quelques régions à côté de Monaco, à 5-6 km, et j'ai déjà pisté quelques bâtiments, donc on a contacté plusieurs agences immobilières qui travaillent dans la région. Donc là, on attend un petit peu des retours positifs. Donc c'est dans les plans, De toute façon, si tu ne forces pas les opportunités, tu ne les auras jamais. Donc voilà. Même si c'est dur et que tu ne lâches pas, il y a un moment, tu vas bien. À un moment, ça va venir. Il faut juste être prêt. Comme Waterloo, par exemple. Je ne voulais pas ouvrir Waterloo et c'est présenté. J'ai vu le potentiel de business, j'ai vu le potentiel d'expansion et j'ai dit, là, je dois être à Monaco. Il se peut qu'il y ait à Nice, par exemple, ou à Cannes, qui reste quand même sur la côte française. Le public automobile, il se partage Nice, Cannes et Monaco. C'est vraiment les mêmes clients. Une opportunité se présente à Cannes, on prend Cannes d'office. Donc, on a un plan, mais des fois, le plan peut changer. Il faut juste voir le business plan, il faut voir un peu les... Il ne faut pas sauter les étapes, mais est-ce que tu as déjà une vision long terme de ce vers quoi tu souhaites arriver? Ma vision actuelle en ce qui me concerne, j'aimerais personnellement en avoir 10 centres d'ici... moi, je compte un centre par an. Ça peut aller plus vite. Parce que moi, mon but au départ, c'était j'ouvre Autospa Halle. Une fois qu'Autospa Halle est payé, j'ouvre Autospa Bruxelles. Autospa Halle, Autospa Bruxelles paye Autospa Waterloo. Les 3 vont payer le 4e. Mais au plus on avance dans les centres, au plus le retour sur investissement il est conséquent. Donc il se peut qu'on passe d'un centre par an à 2, 3 centres par an dans l'ascension. Si on reste dans les marges actuelles,
peut être beaucoup plus conséquent et plus rapide. Mon but pour l'instant, en restant modeste, c'est un centre par an, mais j'espère d'ici peu d'en avoir plusieurs, disons, à fonds propres. Pas faire des franchises, si c'est ça la question. J'allais te la demander aussi après. Pas tout de suite, mais certainement ça doit venir. Si ça prend de l'ampleur, j'ai beaucoup de demandes, surtout au sud de la France. Beaucoup de demandes des gens qui veulent. Par exemple, dans mon pays natal, en Roumanie aussi, également, il y a des gens qui veulent franchiser. Mais pour l'instant, je suis pas très intéressé parce que j'ai envie vraiment de développer moi mon maximum en Belgique. Et mon rêve, c'était pas très loin à Monaco, au sud de la France. Et après, qui sait, si on arrive à se dire, écoute, c'est bon, on a déjà fait le maximum. Là, il est temps de pas se reposer, mais il est temps de se poser un peu, essayer de travailler un peu sur les acquis. Et là, on peut franchiser et rester juste, faire la gestion au nombre. Je ferme pas la porte, mais temporairement, je dirais non, pour la franchise. De toute façon, tous les invités qu'on reçoit, à chaque fois, on dit toujours on se reverra dans quelques années pour l'évolution. Donc, c'est ça. Peut-être qu'on ira filmer justement à Monaco. J'espère l'année prochaine, si Dieu le veut. Ouais, c'est vrai que c'est dans tes plans. Est-ce que tu as des anecdotes à partager avec nous par rapport à ton business, des choses que tu as vues Des anecdotes, il y en a toujours. Il y en a toujours. À savoir que nous sommes une équipe très dynamique chez Autospa. J'engage souvent des jeunes, moins de 30 ans. Moi, je suis le plus vieux, j'ai 31 ans. Et on est un peu dans le délire automobile tous. Donc, un des critères ici, c'est pas de connaître le métier, c'est d'aimer les voitures. D'être passionné. Être passionné automobile. Parce que vu que nous sommes un centre, que bientôt, ça c'est un autre sujet, on va ouvrir un centre de formation pour les gens, on forme notre personnel. Même s'il y a des gens qui ont de l'expérience dans le domaine, peu importe le corps du métier, on le forme à notre manière. Parce qu'on a quand même des exigences. Donc même si le gars il a fait du PPF dans un autre centre, c'est pas pour autant qu'il est bon. Donc il faut le tester, il faut voir si on trouve qu'il a du potentiel. On prend une semaine, 2, 1 mois avec nous pour le former à notre manière. Parce que vu qu'on travaille sur des voitures d'exception, on n'a pas envie d'avoir des problèmes avec les clients, surtout avec les concessions, parce qu'on perd un contrat, c'est des dizaines de milliers d'euros par an qu'on perd. Donc, on est un peu une équipe de fous, si je peux dire ça comme ça, en grand, parce qu'on est tous un peu dans un délire complètement différent. On adore les voitures, des fois, ici, on joue au ping-pong, par exemple, au soir. On fait des petits matchs de foot. Et moi, je suis avec eux, donc je ne suis pas le grand patron, il n'y a pas de ça ici. Il n'y a pas chez nous, bien évidemment, il y a un manager, il y a moi qui est derrière, mais je n'ai pas, une attitude de patron sévère qui rentre, tout le monde travaille. Non, je suis un ami. La barrière, c'est le travail. Bien évidemment, le travail bien effectué, le salaire, il est là, mais on est dans une démarche amicale. Donc c'est des collègues, on est tous des collègues, on travaille tous pour la même cause, pour nourrir nos familles. Et c'est Autospa qui nourrit nos familles à tous. Donc c'est ce que j'installe. Et des anecdotes, je peux vous en donner des centaines tous les jours ici. Il y en a qui se pètent la gueule, on regarde sur les caméras. Ça vient pas tout de suite, mais j'en ai plein. Et est-ce que tu as des échecs à nous faire partager? Parce que ça, c'est le truc qu'on aime bien pour justement ceux qui regardent, ils veulent lancer des business, mais généralement, c'est ce qu'on disait en off, ils pensent que c'est inatteignable parce qu'ils se disent telle personne a reçu déjà un bon patrimoine pour pouvoir se lancer, alors qu'il y en a beaucoup, dont toi par exemple, qui démarrent de rien. Et aussi les échecs, je trouve que c'est hyper inspirant. C'est très important de le dire. Écoutez, pour moi perso, les échecs, je n'en ai pas vraiment eu dans mon business. C'est plutôt des déceptions au niveau du personnel. J'en ai déjà eu le cas, car ils viennent, on les forme vraiment de A à Z. Ils viennent avec 2 mains gauches, ils savent rien faire, ils aiment juste les voitures. Souvent, il y a des gens, surtout au début, ils pensaient que Autospa, c'est que des belles voitures et on vient juste regarder, nettoyer un peu la voiture et passe notre temps. Non, c'est un boulot physique, c'est un boulot dur, ça nécessite une concentration, ça nécessite vraiment, moi j'aime bien appeler ça l'œil de coiffeur. Donc tu dois vraiment avoir le sensible aux détails, parce que c'est ça notre travail, il est basé sur les détails. Et les déceptions, je les ai eues par rapport au personnel, parce que tu passes une semaine, 1 mois, 2, 3 à former quelqu'un, tu le payes parce qu'il ne travaille pas gratuit, tu le payes peut-être pas salaire complet parce qu'il est en formation, mais tu le payes quand même. Donc tu passes ton temps avec lui, dans ton centre, avec tes produits, avec tes clients, avec ton installation, et pour te dire que 3 mois après, c'est pas pour moi, je pars. Mais toi, tu as investi non seulement de l'argent, non seulement du temps, mais aussi des espoirs dans ce monsieur, parce que tu dis, voilà, j'ai formé 3 gars, j'ai 4 gars qui sont prêts, je peux commencer à dégager un peu des responsabilités, à partager et m'occuper sur autre chose. Mais non, là, tu es réparti sur la case de départ, parce que ton personnel, il se rend compte après 3 mois que c'est trop difficile, qu'il faut être à l'heure, qu'il faut travailler plus dur qu'il aurait imaginé. Et après, souvent, ça désiste, ça invente des histoires. J'ai mal au dos, j'ai une maladie chronique. Non, dernièrement, j'ai né un. Oui, j'ai une maladie chronique au dos. Mais ça fait 3 mois que tu es là. Pourquoi tu ne l'as pas dit au début? Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Pour moi, ça a été le personnel.
Et après, moi j'ai une habitude dans le milieu d'entrepreneuriat parce que je gère une boîte de bâtiment où je n'ai plusieurs dizaines d'employés. Donc la gestion ressources humaines, je l'ai déjà. Je sais comment travailler avec les gens. Donc je mets souvent les points sur les i dès le départ. Mais des déceptions financières, je n'en ai pas eu, merci à Dieu. Au niveau fiscal, non, parce qu'on est très bien suivi. Donc on a des bons comptables, des bons fiscalistes qui gèrent vraiment bien nos chiffres. D'ailleurs, mon épouse, elle est comptable. Enfin, avant, elle était comptable chez SP Finance. Donc du coup, je l'ai convaincu de quitter son job pour travailler pour Autospa. Et disons que tout ce qui est chiffres, on est très bien. Tout ce qui est gestion de personnel sur terrain, c'est moi qui s'occupe. Et voilà, on n'est pas vraiment des déceptions. À part le personnel, j'ai pas vraiment eu d'échec. Échec, c'est un gros mot. C'est surtout des petites déceptions parce qu'on voit du potentiel, mais un peu la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont plus aussi motivés que notre génération, parce que je présume qu'on a plus ou moins le même âge, de réussir dans la vie, de travailler, d'avoir vraiment le raisonnement de travailler pour avoir. Là, on veut tout très facilement le jour d'aujourd'hui. Ah oui, lui, il a réussi, mais je vais faire la même chose que lui. Mais tu sais pas ce que lui, il a fait pour être là aujourd'hui. Tu sais pas que lui, il bosse 7 sur 7. Tu sais pas que lui, il investit son dernier euro pour pouvoir payer les salaires. Tu sais pas que... Donc, voilà. Je pense que c'est un peu le but du podcast pour inspirer les gens. C'est vraiment le sujet qu'on peut partager parce que c'est vraiment des sacrifices. On se rend pas compte. Moi, perso, j'ai eu beaucoup de disputes avec mon épouse. On se connaît depuis jeune. On a grandi ensemble. On a commencé à 0-0-0. Et les dernières disputes, et on en a toujours beaucoup moins, c'est que je ne suis pas présent à la maison. Parce que je dois être sur le terrain. Il y a beaucoup de clients qui viennent pour nous. Ça, c'est un peu la victime. Je suis un peu la victime sur les réseaux sociaux parce que les gens commencent à me connaître. Et quand ils arrivent dans les centres, il est au COS, je vais parler à COS. Souvent, les gens d'origine roumaine, par exemple, moi je suis d'origine roumaine, ils ont dur en français. Donc, mes managers, ils sont tous belges. Et la barrière de la langue, c'est un problème. Donc ils arrivent ici, ils essayent d'expliquer, ça ne marche pas, je dois être présent. Et surtout maintenant avec Waterloo, c'est la guerre, on bosse 7 sur 7. Je pars à 6-7 heures du matin, je rentre à minuit. J'ai une fille de 7 ans, des fois je ne la vois pas pendant 2-3 jours. Mon épouse également. Donc c'est vraiment des sacrifices. Donc c'est pas facile. C'est beau, c'est passionnant, j'adore ce que je fais, mais les gens ils doivent comprendre que c'est vraiment des gros sacrifices derrière. C'est important de le rappeler parce que c'est vrai qu'il y a toujours le syndrome de l'objet brillant quand tu vas sur les réseaux. Donc toi, si on va justement sur ton Insta, c'est vrai que ça fait rêver, rien que ça et tout. Mais on oublie, et puis même tu l'as dit, il y a déjà le sacrifice en temps, il y a le sacrifice avec ta famille comme tu l'as dit aussi. Mais il y a aussi la prise de risque qui est énorme, par exemple avoir mis des années d'économie, peu importe les montants, parce que chacun lance son business, mais c'est oser, c'est de se dire, tu sais quoi, même si je me plante, il faut savoir l'accepter aussi, mais de se dire, j'y vais quand même. Je suis parti dans la dérive, même si je me plante, c'est pas grave, de toute façon, je viens de zéro. Je recommence, mais je vais acquérir plus vite. Mais j'étais tellement sûr de moi, je peux vraiment vous dire, main sur le cœur, j'étais vraiment sûr de moi que ça allait marcher. À aucun moment, ça m'a passé par la tête que ça ne marchera pas. Parce que j'ai fait vraiment le tour de la Belgique. Pour Waterloo, j'ai même fait une étude au niveau de la rue, combien de voitures passent devant chez moi par jour. Et pour vous dire, à Waterloo, il y a 24 000 voitures qui passent par jour. Donc j'ai été vraiment juste pour voir combien de passages il y a et quel sera le taux de conversion. Et conversion, c'est 10%, mais le taux de passage, quelles sont les probabilités à ce que les gens rentrent chez moi et qu'est-ce que je dois faire pour justement que le client s'arrête, il tilte et il rentre, juste pour voir c'est quoi ici. Donc il faut vraiment, vraiment aller en détail pour voir que ça marche. Voilà. C'est un peu comme ça que je réfléchis, je suis peut-être parano, mais moi je mets vraiment toutes les cartes de mon côté pour vraiment essayer de faire fonctionner le business. J'ouvre pas comme ça à l'aveugle, je n'ouvre pas parce que j'ai vu un podcast sur internet, lui il a réussi, je vais faire la même chose que lui, je vais le demander à Business Plan, je vends pas des formations, j'achète pas des formations comme la plupart des gens, c'est pas parce que ceux qui le font que voilà, ils font mal, mais je suis plutôt dans la vie réelle. Je n'essaie pas de m'inventer des vies, non, il faut vraiment travailler sur la vie de tous les jours. Et parfois, c'est le danger aussi, parce qu'il faut avoir le mindset pour pouvoir supporter de faire des bénéfices, avoir envie d'y toucher, se dire non, en fait, je vais les réinvestir et je vais investir dans mon projet pour qu'il soit 2 fois, 3 fois, 4 fois plus gros. Ça, c'est le plus difficile. C'est compliqué. Mais ça ne revient pas justement. Hier soir, j'en discutais avec mon épouse, parce que tout ce que je fais pour l'instant, j'ai l'impression de travailler pour rien, parce que je ne profite pas. On vide les caisses tous les mois parce qu'on investit à Waterloo. Rien que pour le bâtiment, on a dû débourser quelques euros très conséquents. Et là, tu es revenu à la case de départ. Parce que tu dis, j'ai un centre à Halle, j'ai un centre à Bruxelles, ils sont bénéfiques, on a fait un beau paquet d'argent. Et ben là, il n'y a plus rien. Donc tu dois... Parce que c'est pas palpable, mais bon, c'est vrai qu'au final, tu crées un empire. Mais comme je l'ai dit, c'est du travail mental. Parce que tu te dis, j'ai mis toutes mes économies dans un bâtiment. Si jamais demain, je sais pas, il y a la guerre comme en Ukraine,
tu n'as plus rien. Le pays coule. Donc, moi, j'aime bien le comparer avec un collaborateur qui me l'a dit une fois. Il m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne travailles pas pour une boîte en interne, une grosse boîte. Tu ferais peut-être 10 fois ce que tu gagnes aujourd'hui, mais tu serais tranquille. Et je lui ai dit, écoute, si ça s'arrête demain, en travaillant pour la boîte, qu'est-ce qui me reste? Mais par contre, aujourd'hui, je construis une clientèle. Si ça s'arrête demain, j'ai encore le fonds de commerce ou ma clientèle à revendre. C'est ça la mentalité d'entrepreneur. On travaille pour ça. Et c'est aussi, je dirais, une partie de nous pour pouvoir créer, disons, une valeur sur le marché. Créer quelque chose sur le marché qui nous appartient. Parce qu'au final, c'est ça qu'on laisse derrière. Un patrimoine pour nos enfants, un business qui tourne. Et aussi le savoir-faire. Parce que quand tu es entrepreneur, tu ne laisses pas juste de l'argent. Si tu es quelqu'un d'intelligent, et qui aime sa famille et son enfant, ben, tu partages exactement le processus. Et ton enfant va non seulement entendre et voir ce que tu as fait, mais il va l'apprendre également. Donc, parce qu'il participe au processus. Il dit, mais attention, papa, samedi, dimanche, il n'est pas avec moi. Moi, je suis avec maman, mais pourquoi papa, il n'est pas là? Parce que papa, il travaille. Pourquoi? Pour subvenir à nos besoins. Pour que je puisse aller à Disneyland quand j'ai envie. Pour que je puisse faire de la piscine 3 fois semaine. Pour que je puisse faire de la danse 4 fois semaine. Parce que ce sont bien évidemment des coûts supplémentaires que quelqu'un de normal, avec un salaire fixe, minimum économique, il ne pourra jamais se le permettre. Donc du coup, il faut sacrifier d'une partie pour pouvoir avoir un confort d'une autre partie. Je présume que c'est un peu le fonctionnement d'un entrepreneur. Mais il faut se trouver des petites choses pour se motiver aussi. Ça, c'est pour nous, c'est des petites choses à se motiver personnellement. Pour moi, perso, c'est la famille. Mais tu disais justement qu'il faut parfois se faire un petit peu plaisir. Déjà, si on peut dire, tu as des belles voitures derrière. Est-ce que c'était voiture, tu sais raconter quand tu l'as acheté? J'ai plusieurs voitures. La McLaren, c'est la voiture d'un ami. C'est pas à moi. Les 2 autres, ils sont à moi. Mon premier amour, c'est le TRX, c'est le Dodge Ram. C'est un projet qui est venu suite à un autre projet. J'avais un Dodge Ram normal. J'ai commencé à le customiser au milieu automobile. J'ai commencé à taper des échappements, faire des cartes moteurs et tout. Et ensuite, j'ai été trop loin dans les chiffres par rapport au prix initial de la voiture. Et là, j'ai passé le cap, j'ai commandé celui-là. 700 exemplaires au monde. Un modèle spécial, j'ai attendu 2 ans pour l'avoir. Fatalement, état d'origine, ça ne m'a pas contenté. Et ça a donné ça. Combien de chevaux 1118 chevaux. Ensuite, une opportunité, comme toujours, s'est présentée à moi, le Claget. J'ai toujours eu envie d'avoir cette voiture, mais je n'étais pas 100% convaincu. On dirait que le destin a fait que pendant une année, j'en ai vu une trentaine chez moi. Des clients qui venaient, donc à chaque fois que je la voyais, j'avais un petit coup de cœur. De plus en plus. Et je dis, cette voiture, mais bon, c'est quand même un budget conséquent, c'est 250 000. Et d'un coup, j'ai reçu un téléphone de notre partenaire Mercedes Godefroy de Halle. Un client l'avait commandé, il avait mis un gros acompte de 50 000 €, on peut parler chiffres. Et malheureusement, il a eu des problèmes judiciaires et il n'a pas pu réceptionner son véhicule. Donc du coup, après 3 mois, la concession a dû remettre en vente le véhicule parce que c'est des fonds bloqués. Donc du coup, ils doivent bien évidemment dégager. Ils m'ont appelé, j'ai eu une opportunité, tu connais un client. J'ai passé, je l'ai vu. J'avais un peu des fonds pour me faire plaisir et j'ai dit, je signe. Donc c'était un achat, disons, impulsif. Ensuite, on en a plusieurs voitures. Mon épouse a aussi une voiture rose. D'ailleurs, c'est ma fille qui a choisi la couleur. C'était une 911 grise. C'est celle qu'on tu l'as vu ce matin. Oui. C'était une 911. Au départ, ça c'est une anecdote aussi très chouette. On est parti, il voulait un Porsche Cayenne. Il avait un Mercedes GLE. Et en fait, la garantie était à 2 mois d'expiration. On a eu pas mal de problèmes avec cette voiture, sans dénigrer la marque. Et on a décidé de la vendre parce que sortait de garantie. Donc après, tu sais très bien, c'est un cauchemar. Et on est parti pour acheter une Cayenne. On a vu la décote des Cayennes, parce que moi je pense toujours à l'avenir. On a regardé une Cayenne bien optionnée, 150, 160. Je vois le marché automobile, je recule 5 ans en arrière, 60 000, 70 000. Donc tu te manges 100 000 € dans la gueule pendant 5 ans. Et j'ai dit non, je n'accepte pas ça. Même si c'est déductible, même si c'est financièrement... c'est quand même une perte, quoi. Mais c'est 100 000 € que tu perds. J'ai dit non. Par contre, la Porsche qu'elle a eue, il venait de rentrer 2 jours avant. C'était une édition spéciale avec un pack aéro super joli. Et j'ai dit, mais tu veux pas une 911? Et j'ai vu avec le vendeur, qui est un très bon ami, Renaud Palat, je peux citer son nom. Il m'a dit, oui, par contre, ça décote jamais. J'ai dit, ça, tu prends, même si tu la vends dans 10 ans, tu perds pas 1 euro. Et on a vérifié, des 911, ça garde la cote. C'est une des voitures qui garde vraiment le mieux la cote. Bon, j'ai dû la convaincre parce qu'il voulait un 4x4. Je l'ai mis dans une petite boîte à sardines, toute sportive, avec la tête comme ça. Et puis, ça a été facile. On a dit à Renaud, est-ce que tu as une voiture de test? Et tout de suite, sur la voiture, on a fait un tour et là, il a dit, oui, c'est autre chose. C'est validé, quoi. Ouais, mais il était hésitant parce qu'il me dit, ouais, mais moi je veux une grande voiture. Et je dis, mais on a déjà 5 voitures. On a déjà des grandes voitures. On n'a pas de voitures sportives. C'est vrai que c'est roule avec... C'est grand, le TRX c'est grand. On a d'autres voitures que je ne peux pas citer malheureusement parce que c'est des investissements. Et on en a.
Je dis 911, c'est l'image de la boîte. Parce qu'au final, c'est pour ça qu'on a mis les voitures dans ces couleurs-là. Parce que pour moi, ce sont des panneaux publicitaires sur la route. Tout le monde les reconnaisse. Et c'est chouette. Et puis, je l'ai convaincu. Ça a été dur l'adaptation, parce qu'il descend d'un GLE, un gros car 4, dans une petite voiture, donc il avait ses habitudes, faire les courses et tout, parce que c'est elle qui entretient la maison. Et il passe d'un coffre de 150-200 litres à un coffre de 20 litres comme ça devant la voiture. C'était un peu chaud, mais là il lâche plus jamais sa voiture. Même les jours où je lui prends, tiens, je roule avec. Tu vois, pourquoi tu as pris ma voiture? Non, c'est ma voiture. Je roule pas. Oui. Là, maintenant, il est complètement tombé amoureux de sa voiture. Et tu parles des cotes, et c'est vrai que justement, nous, vu qu'on parle investissement dans différents secteurs, c'est vrai qu'il y a aussi le secteur automobile, où il y en a beaucoup qui investissent. Oui. Mais si tu sais déjà en parler un petit peu, éventuellement citer des modèles ou des marques dans lesquels c'est intéressant justement d'investir, comment... Au niveau d'investissement, après, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a des marques où il faut ou des marques où il ne faut pas. Moi, j'investis souvent dans les voitures d'exception. Donc, pour moi, une voiture qui dépasse 200 000 €, ça en vaut la peine d'investir. Les voitures de moins de 100 000, 150 000, ça décote. Parce que ce sont des voitures comme Série 7, par exemple, GLE, Porsche Cayenne, des voitures pas ordinaires, parce que ce n'est pas des voitures ordinaires, mais les voitures un peu qu'on voit, voitures communes, ça décote de malade. Donc pour moi, une voiture à partir de 200, 250 000, dépendant du modèle bien évidemment, et de la marque, tu as déjà plus une sécurité d'investissement. Ce qui est bien quand tu es entrepreneur, il y a plusieurs ajustements fiscaux pour pouvoir justement rentabiliser ces véhicules. Donc si tu as une boîte par exemple de location, ou si tu as une boîte de vente ou de renting automobile, tu peux éviter déjà les ATN, tu fais un leasing sur la boîte, donc c'est beaucoup plus facile. Tu n'es pas obligé de taper directement un investissement conséquent et bloquer tes fonds. Moi par exemple, il n'y a aucune de mes voitures que j'ai payé comptant. Toutes les voitures, ils sont en leasing financier. Parce que ça ne me permet pas, déjà je peux continuer à fructifier mon argent dans l'AutoSpa, et ce que je gagne d'AutoSpa, c'est une petite partie, ça va dans les frais. Toutes mes voitures, ils sont déductibles fiscalement, donc pour moi c'est un frais. La voiture, c'est un écran. Pour moi, mes voitures, ce sont des outils de travail. Je travaille avec, ça permet de justement décrocher les clients. Et voilà, c'est des objets. Pour moi, ce sont des objets de travail, les voitures, qui me permet justement de profiter avec fatalement, mais c'est la société qui le paye. Moi, j'ai rien en privé. C'est quoi ton prochain achat? Ouf, ça c'est dur. Prochain achat, ça serait une supercar. Okay. Mais pas tout de suite. T'as déjà ou peut-être une hypercar. Ouais. T'as déjà une idée? J'ai quelques idées, oui. J'ai quelques idées, oui, mais pour l'instant, pour moi, là, j'ai déjà 7-8 voitures. Mais là, pour l'instant, la priorité, c'est vraiment faire décoller AutoSpa là où il faut. Et après, par la suite, on verra bien. On pourra se permettre toutes les voitures. Mais honnêtement, on voit beaucoup de voitures ici. Vraiment beaucoup de voitures. Et c'est difficile à se décider parce que quand tu es amoureux, par exemple, d'une Lamborghini, mais tu veux voir la Lamborghini. Il n'y a pas longtemps, je voulais m'acheter une Huracan, mais j'en ai tellement vu chez moi. Je vous dis honnêtement, je n'ai plus. Parce que tu vois régulièrement, on les démonte, on les roule et tout, et puis on voit souvent des défauts aussi. Parce que quand on démonte des voitures, moi par exemple sur les McLaren, il y avait des défauts. Tu vois les systèmes de fixation, tu vois les trucs. Parce que quand tu ne travailles pas dans le domaine, tu vois juste la beauté de la voiture, tu vois juste l'emballage. Mais l'emballage est tellement beau que tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tandis que quand tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur, 350 000 pour ça, pour qu'il y ait l'attachement de pare-choc avec des colsons. Non. Voilà, donc on voit des détails que des fois ça peut freiner un petit peu les investissements. Mais par contre, je ne suis jamais fermé à des bonnes occasions. Par contre, tout ce qui est enchère automobile, je suis dessus. Tout ce qui est, c'est toi alors. Tout ce qui est liquidation, faillite et tout, je suis dessus. Parce que si quelqu'un vend une Huracan pour 100 000, je suis là. Mais si tu me la vends à 350, non. Pourquoi? Je suis entrepreneur, je saisis les bonnes opportunités. Donc voilà. Mais pas tout de suite. J'ai déjà assez de voitures. Je suis déjà en dispute avec ma femme parce que chez nous, c'est devenu un parking à la maison. Donc, j'imagine. Non, ça va. AutoSpa d'abord. Mais c'est bien. Encore une fois, c'est smart. Bon, après, tu as déjà des voitures et tout, tu te fais plaisir, mais encore une fois, ça sert à rien le bon conseil, c'est que tu te prives quand même, parce que tu pourrais t'acheter d'autres. Bien sûr, mais c'est pas le but. Je veux pas bloquer un patrimoine, parce que bloquer un patrimoine dans une caisse, pour moi, c'est une ferraille avec des roues. Ça bloque l'ascension d'une boîte qui peut vraiment, vraiment évoluer. Moi, à la place de taper 300 000 dans une voiture, je préfère d'ouvrir un centre, parce que les montants, ils sont pas très loin, mais un centre qui me rapporte de l'argent. Tandis qu'une voiture, ça dépense de l'argent, parce que tu as les taxes, tu as l'essence, parce que les voitures, ça consomme vraiment beaucoup. Tu as les taxes, tu as l'essence, tu as les assurances qui coûtent très cher. Et je préfère ouvrir un business que d'acheter une voiture. Après, je dis ça parce que je suis en position que j'en ai déjà.
Mais bon, si tu n'en as pas, tu peux ne pas acheter aussi. Mais ça dépend. Moi, c'est mon corps du métier. C'est une crédibilité envers les clients. Donc si moi, je fais des voitures de prestige et j'en possède pas, la crédibilité n'est pas là. Parce que voilà, moi, je roule en Clio 2 et il y a des Aventador et des Huracan et des voitures à 300, 500, 600 000 qui arrivent chez toi, ben, tu n'as pas vraiment de crédibilité envers ton client. Parce que souvent, les discussions automobiles, c'est quoi? Moi, j'ai ça, toi, t'as quoi? Toi, tu roules en quoi? Ah, ben, moi, je roule en Clio 2. Ah, sans dénigrer les Clio, mais... Ah, ben, ok, c'est bien. Mais comment tu oses toucher? Tu connais? Est-ce que tu peux l'assumer? Parce que ça, c'est une très grosse question aussi qui se pose chez nous. Souvent, les clients qui déposent la voiture, ils regardent. Parce que si jamais il y a une connerie qui se passe, est-ce qu'il peut assumer la voiture? Bien sûr. D'ici, on aurait bien aux gens qui disent bah, roule avec mes voitures. Est-ce qu'ils disent roule avec la voiture si je la laisse chez toi? Parce qu'ils savent qu'on peut l'assumer en cas de pépin. Donc, mais ça, on ne le fait jamais. Jamais. Et sur le côté, tu investis dans d'autres... Non, tout mon argent va dans l'autospa. Tout mon argent va dans l'autospa. On a un train de vie très simple. Travail, maison. On n'est pas des flambeurs. La dernière fois qu'on était en boîte, c'est 2010, 2011. On ne sort pas. Tout le peu de temps qu'on a, et quand je dis on, c'est moi et ma femme, j'ai pas d'amis. Moi, j'ai pas d'amis, j'ai des bonnes connaissances, mais des vrais amis, je n'ai pas. Mon seul ami, c'est ma femme. C'est avec elle que je partage tout. Et on a une vie très simple. Vraiment, travail, maison. Et le peu de temps qu'on a, on passe avec notre petite fille. Parce que c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est le temps. On fait du sport tous les deux, notre fille également. Donc on essaie vraiment de faire des activités à ce qu'on reste en bonne santé. On a une bonne condition physique et on fait avancer le business. Il faut juste trouver un équilibre. Des fois c'est dur parce que des fois c'est très haut, très bas, mais on arrive à se rattraper avec les petites vacances scolaires. On s'échappe quelque part ou essayer vraiment de trouver un petit peu, remettre l'équilibre. De toute façon, c'est le temps que tu mets en place et puis après, comme tu l'as dit, tu auras le temps de dézoomer un moment et de te poser. Mais ça va être constamment parce que je me connais aussi, j'en discutais justement avec ma femme il n'y a pas longtemps. Parce que quand on a ouvert Bruxelles, c'était vraiment, vraiment difficile pour les rénovations et tout. Et on s'est dit, tu sais quoi, 1 an ou 2 ans, on arrête un peu, on se calme un peu, on dose, on met toutes choses en place et puis après on verra si on ouvre. Et même pas 1 an après, bam, Waterloo. On a saisi l'opportunité. On sait que ça va être comme ça, mais c'est bien, c'est dynamique parce que sinon on s'ennuie. On se rajoute de la pression. Parce que voilà, on veut monter, on veut avoir un maximum de centres. Et t'as pas d'associé du coup, si on va dire que c'est un peu ta femme qui... Associé, non, ma femme n'est pas mon associé. Légalement, ma femme c'est mon employé. Mais si je peux dire qu'un associé, oui, c'est elle. Parce que c'est ma femme, par liaison. Mais des associés externes, non. Merci à Dieu. J'essaie de rester loin de ça. On m'a déjà proposé plusieurs fois, des investisseurs, des gens qui ont les moyens, poser plein de questions. Mais pour le moment, je me débrouille tout seul. Donc, j'ai pas envie de faire profiter quelqu'un de, entre guillemets, mon succès. De ton si ça aurait été dès le départ, oui. Parce que tu construis toi à zéro, tu prends tous les risques à zéro. On met 50-50, on ouvre, ça marche, c'est très bien, ça marche pas. Tant pis, on a essayé. Pour moi, c'est la catastrophe. Pour lui, c'est rien parce qu'il a juste investi peut-être 10% de son patrimoine. Mais là, quand tout marche, tout fonctionne, quelqu'un qui vient juste parce qu'il a vu que voilà, là, il y a un puits, il y a du pétrole qui sort constamment, on va l'exploiter. Ah, non. Les gens payent. Il y a des gens qui viennent chez nous, ils jettent les voitures, ils ne demandent même pas le prix. Je sais que chez vous, ça va être bien. Comment tu sais? Parce qu'il y a tout le monde qui parle. Donc, c'est ça qui me donne de la force, surtout mentale, et vraiment, comme j'ai dit, à investir chaque euro dans ce business. Parce que ça en vaut la peine. Ce serait ça le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer maintenant dans n'importe quel business? D'abord de faire une étude du marché, parce que c'est très important. Pas se lancer comme ça à l'aveugle parce qu'un tel ou un tel il l'a fait. Pas commencer à acheter des formations, des gens, machin, non. C'est vraiment étudier son public, étudier la localisation et étudier son business model. Vraiment voir si c'est quelque chose qui peut fonctionner ou pas. Maintenant, plein de gens vont se dire comment voir, comment faire, quelles sont les modalités, par où commencer, et ainsi de suite. Mais il faut vraiment voir, vraiment de A à Z, se faire un business plan, investissement, qu'est-ce que ça me coûte, le matériel, l'infrastructure, les consommables, les produits que tu as besoin, et le plus important, à qui je m'adresse. Qui est mon client? Parce qu'il faut connaître son client au début. Qui est ce client qui va être prêt à payer ça ou ça? Attention, pas tout le monde doit faire des services d'exception comme moi. Non, on peut même vendre du papier toilette et que ça explose les ventes. On sait souvent, les meilleurs business, ce sont les business de volume, ça on le sait tous. Mais pour sortir de l'eau, des fois, tu as besoin d'une petite chose en plus pour décrocher. Donc, il faut vraiment voir un peu son public et le produit qu'on veut vendre. Maintenant, pas tout le monde doit être innovant. C'est pas pour autant que si tu n'as pas inventé un truc, tu n'es pas un bon entrepreneur. On peut même partir, je sais pas, des produits basiques, même de la dentifrice. Par exemple, c'est un produit basique, tout le monde l'utilise. Mais si tu arrives à vendre 10 000 par jour, tu es millionnaire en 2 ans. Même si tu prends 20 cents ou 10 cents par truc. Donc il faut vraiment, vraiment voir un peu son public.
Ouais. Moi, c'est ça le conseil que je donne. Vraiment voir à qui tu t'adresses et le produit que tu vends, si elle a de la valeur ou pas. Prendre des risques, mais calculer, analyser le marché et le client. Saisir l'opportunité, réinvestir. Ça, c'est important, pas être gourmand. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, même dans des business qui ont vraiment des capacités à aller loin, les gens, ils sont gourmands, ils ont vu un peu d'argent, ils utilisent l'argent de la boîte. La plus grosse erreur qu'ils font, c'est qu'ils achètent des maisons. Ça, c'est une erreur très commune que je vois vraiment dans mon cercle aussi. Ils ont fait 500 à 600 000 de la boîte de profit. Ils font quoi? Bam, ils achètent une maison en privé. Et le capital de la boîte, il est où? On fait comment pour investir? On fait comment si tu as un pépin? Si tu as un fournisseur qui t'a pas payé, tu as besoin de 150 000 euros pour les salaires. Comment tu fais pour les payer? Tu as planqué tout dans une maison où tu vas continuer à payer. Donc ça, c'est un problème aussi. Et souvent, ça commence à avoir la vie de luxe, ça commence à se permettre des grosses voitures et ils ne voient pas l'ascension plus loin. Donc il faut se fixer un but. Ou bien tu veux créer une business pour vivre, juste se contenter de vivre, avoir quelque chose et bien. Ou bien tu veux vraiment faire un truc, avoir un patrimoine vraiment large et laisser quelque chose pour tes enfants. Et là, tu dois viser l'expansion. Et quand tu vises l'expansion, tu dois vraiment prendre peut-être 5 ou 10% pour toi et tout le reste, tu laisses dans la boîte pour pouvoir avoir des fonds pour saisir des opportunités. Pour que ça tourne, oui, bien sûr. Comme ici, Waterloo par exemple. Il y a le local qui s'est présenté à nous. On était prêts à le prendre. Parce que si on n'avait pas les fonds derrière, c'est bien, on dit ok, je le prends, mais avec quel moyen? Tu ne vas pas dire je prends maintenant, je te paye dans 3 ans. Le propriétaire va dire Donc je dis souvent, il faut saisir l'opportunité, mais pour saisir des opportunités, il faut être prêt, financièrement parlant. Mentalement. Je pense que c'est des bons conseils. Ouais, très bons conseils. Pour tous ceux qui veulent se lancer, alors il ne faut pas trop, parce que sinon ça te fait de la concurrence, mais en tout cas. J'ai pas peur. Franchement, j'ai pas peur. J'ai pas peur de la concurrence. On en a en Belgique, des petits garages qui font plus ou moins la même chose que nous, un secteur beaucoup plus restreint, bien évidemment. Il y a des garages qui font que le polycéramique. Il y a des petits centres de detailing aussi. Mais nous, notre force, c'est vraiment l'expérience client et tous les corps du métier réunis au même endroit. C'est ça qui fait notre force aussi. Bien évidemment, l'expérience client, des gens compétents, l'expertise aussi. Et oui, on bosse avec des concessions également, donc ça rajoute une force et une crédibilité aussi. Et j'ai envie de dire, ça va peut-être sonner un peu arrogant, les moyens derrière pour le faire. Parce que les gens qui ramènent des grosses voitures, ils ne vont pas ramener ça n'importe où. Ils ne vont pas déposer dans un petit endroit où une porte de garage, il a 20 mètres carrés à l'intérieur. Parce que ça ne crée pas de la crédibilité. Si jamais l'indépendant il fait une connerie et il a fait tomber un truc de plafond sur sa McLaren à 500 000, comment il va faire pour l'assumer? Donc c'est une question de crédibilité également. Donc au plus tu es grand, au plus tu as des centres, au plus tu crées de la crédibilité sur le marché et le client il est rassuré. Nous on a souvent des clients qu'on n'a jamais vus, ils se présentent pour la première fois ici et il me dit t'inquiète pas, envoie-moi un devis, je paye à l'avance, je sais que ça va être bien fait. Donc lui il vient déjà avec la conscience que ça va être bien fait, il est tranquille, il est au bon endroit. Et ça c'est gratifiant. Pour moi c'est plus gratifiant ça que l'argent. Parce que l'argent on en gagne tous les jours. Mais un client qui parle de bien et qui dit « vous faites que du bon travail, bravo, félicitations, j'espère que vous irez loin », c'est ça la vraie récompense pour moi en tant que gérant, administrateur, patron, vous dites comme vous voulez, réel. Parce que l'argent, c'est un outil. C'est quoi l'argent? C'est un outil. On prend de là, on donne là, on fait ça. C'est un outil. Pour moi, c'est un outil. Mais la vraie gratitude, c'est les clients qui sont contents. Les clients qui te reconnaissent dans la rue. « Ah, ça va à cause, ma voiture, magnifique. J'ai envoyé ma grand-mère chez toi, elle était super contente. » Ça, pour moi, c'est quelque chose de bien. Ah oui, complètement, oui. Ah, c'est bien. Je pense qu'on a parcouru tout. Oui. Un tout grand merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie pour votre présence. Et aussi de nous avoir accueillis et de nous avoir permis d'avoir un bon background pour le podcast. Vous êtes toujours bienvenue, ça fait plaisir. J'ai vu un petit peu votre Instagram aussi, c'est très chouette, c'est très inspirant aussi. Il y a pas mal de gros entrepreneurs belges qui passent sur votre chaîne. C'est très très chouette. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs. Il y a la finance, il y a l'immobilier, et c'est une diversité que j'aime aussi. Bien évidemment, on peut tous s'échanger et apprendre les uns les autres. Ouais. Donc c'est très chouette, c'est vraiment bien. Vous êtes bien partis, franchement, félicitations. Et merci d'être là aujourd'hui. Ça rajoute de la valeur à mon business. Ça veut dire que j'intéresse aussi sur le marché. Complètement, oui. C'est vrai qu'on l'a déjà dit, mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup, et c'est ce que je t'avais dit en off, c'est nous, on est hyper curieux, on adore tout ce qui est business, investissement. On peut apprendre énormément de plein de secteurs différents. Super. Et du coup, le fait justement de faire ce genre de podcast où on peut demander justement le parcours d'une personne et encore plus s'il est parti de zéro, par où il est passé, c'est quoi son ambition et ainsi de suite. L'air de rien, si nous on se pose la question, il y en a peut-être qui vont se poser aussi. Exactement. Ça peut peut-être débloquer. Ça peut débloquer, effectivement. Ça peut donner le coup de pied au cul, comme on dit, aux gens qui se disent « Attends, c'est le moment. Parce que lui, il a réussi, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que lui, il a en plus et moi, non? Rien. » Ça, c'est un sujet aussi qu'on pourrait aborder peut-être lors d'une autre discussion. Les gens qui disent « Ouais, mais pourquoi toi et pas moi? Parce que moi, je ose de le faire.
Ouais. C'est ça la différence entre les gens qui osent et qui réussissent. Il y en a qui osent et qui se cassent la gueule 10 fois avant de réussir. Mais au moins, ils osent à le faire. Parce que c'est pas moi ou vous ou quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus intelligent que la moyenne et qui a un QI de 250. Non. C'est juste, il a osé, il a cru en son projet, il a fait en sorte que ça marche, il a travaillé 10 fois plus que quelqu'un. Parce qu'on dit souvent, le travail dur, toujours. Toujours. Tu as bon avoir un talent de malade, mais si tu es fainéant, l'autre, il va te taper au cul. C'est un peu la même chose dans le business. Et moi, j'ai vécu avec ça, et je pense que j'ai cette mentalité d'acharné parce que je fais du body. Je fais du sport depuis petit, depuis 17 ans. Ça fait 14 ans que je fais du body, et je fais de la boxe également, donc je suis souvent dans la discipline. Donc mes journées, ils sont organisées. Tout est structuré, mais fatalement, quand tu grandis avec ça, c'est facile pour basculer ça en business. Ouais. Parce que tu es organisé depuis petit. Par exemple, en body, j'ai fait des body à haut niveau, des compétitions à haut niveau. Donc, tu es là, tu as 6 repas par jour, tu as entraînement cardio au matin, tu as entraînement muscu au soir, tu as des collations, tu dois tout peser, tu dois tout mesurer, le taux de graisse corporelle. Et tout est structuré. Et tu fais ça pendant que tu travailles. Parce que tu travailles. Avant, je bossais en sécurité. Je passais au tout début, avec ma gamelle, j'avais un sac rempli de nourriture pendant 8 heures de travail. Parce que toutes les 2 heures, tu devais manger. Mais ça, c'est de la structure, c'est de la discipline. Et si tu impactes ça dans ton business, c'est facile. Si tu grandis avec ça, oui. Ouais. Mais bon, si tu as l'habitude de partir en boîte et faire la fête samedi-dimanche, ça va être dur de passer mon samedi-dimanche travailler. Mais on en discutait il n'y a pas longtemps dans un autre podcast avec un joueur de foot qui nous expliquait justement que la discipline qu'il a eue en centre de formation, ça a quelque part été bénéfique pour son métier de footballeur dans un premier temps. 100%. Et ensuite, pour son business, tous les business qu'il a lancés par la suite, comme il était déjà rodé quelque part à cette discipline. Mais en fait, tu es rodé au sacrifice. Donc tu sais que si tu veux avoir quelque chose, tu travailles pour. Par exemple, le body, c'est le pire des exemples possibles parce que c'est un sport très ingrat. Tu travailles pendant 10 ans, tu as acquis une condition physique et un corps, entre guillemets, de rêve. Tu as un problème de santé, 1 an, tu n'es pas au sport, c'est mort, tu es bon à recommencer. Mais là, tu as des vrais sacrifices. Parce qu'il faut vraiment être un peu disjoncté dans sa tête, s'entraîner 2 fois par jour, manger 7 fois, taper 1 heure de cardio au matin et 2 heures au soir. Et avoir une famille derrière, avoir des business derrière, c'est horrible. Mais il faut le faire. Mais effectivement, ça impacte ton mental, donc tu es prêt à souffrir pour ce que tu as. Donc tu passes de 7 repas par jour et 2 entraînements à travailler 10 heures par jour, mais c'est juste la routine en fait. Mais quand tu dis à quelqu'un, sortir en boîte et faire la fête et travailler 8 heures par jour, à passer 7 sur 7 et investir tout son argent dans un business, ils vont dire, toi, t'es un malade. Pourquoi ? Moi, je suis bien comme ça. Mais pas tout le monde doit être entrepreneur. Bien sûr. Non, on en a besoin des gens on a besoin des employés également, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est comme nous, qui veut vraiment s'acharner. Et j'en juge personne, au contraire. J'ai même tendance à dire qu'ils vivent mieux que nous. C'est pas parce que tu fais de l'argent que tu vis bien. Parce que je connais des gens qui gagnent 2 000 € par mois et qui sont beaucoup plus épanouis que moi et beaucoup plus heureux dans la famille. Mais ils se contentent du peu. Je dis, moi, je suis pas là pour me casser la tête. Je gagne ma vie, mes enfants, ils sont bien. Et j'en juge pas, au contraire. C'est vrai que tu l'as dit tantôt. Moi, c'est ce que, de mon côté, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression qu'une fois que tu mets le pied dans l'entrepreneuriat, peu importe le niveau, tu peux pas déconnecter. C'est du non-stop. Tu ne peux pas déconnecter. Et en tout cas, pour ma part, ça n'arrivera jamais, mais de repasser justement en mode j'ai plus envie de créer, c'est impossible. Pas possible. Une fois que tu as goûté ce goût du envie de créer. Mais c'est vrai, comme tu dis, tu restes connecté tout le temps. Mais souvent, même mon épouse avant, elle ne voulait pas comprendre que on est en vacances, déconnecte. Mais tu ne peux pas déconnecter, tu es entrepreneur, c'est non-stop. Tu es en vacances, tu es avec ta tablette, tes 3 téléphones, tu dois faire des paiements, les fournisseurs ils sont là, les ouvriers ils sont pas là. Tu es entrepreneur, et je dis voilà, tu es marié à un entrepreneur, je suis devenu un entrepreneur, on a grandi ensemble. Là maintenant, il faut assumer notre position. On ne peut plus partir en vacances comme il y a 10 ans, on était tranquille, on laissait le téléphone dans la chambre d'hôtel et on s'amusait toute la journée. Non, là tu vas à la piscine, tu sors dans tous les 5 minutes pour regarder ton téléphone si tu n'as pas des appels. C'est comme ça fait partie de notre vie. Mais c'est ça qui nous permet d'avoir ce qu'on a. Donc l'un dans l'autre, on gagne d'un côté, mais il y a toujours, c'est comme les batteries. Tu as un plus, mais tu as un moins. Mais il faut être conscient de ça. Parce que sinon, je dis, mais je ne peux pas avoir le confort, l'argent, la liberté et la famille. Tu dois choisir, ou au moins choisir un équilibre. Un équilibre entre les deux. Mais après, revenons à la case de départ, pas tout le monde doit être entrepreneur. Mais c'est bien que tu le dises, parce que beaucoup ne le comprennent pas, ils ne le voient pas, parce qu'ils voient juste ce qu'il y a en façade et pas ce qu'il y a derrière. Et moi, je me suis déjà retrouvé, par exemple, sur la route des vacances, à m'arrêter sur une station essence à peut-être 20h, ouvrir mon PC, mettre la 4G et envoyer un mail en urgence. C'est très bien. Mais ça, il ne le verront pas. Moi, j'ai fait ça il y a pas si pour un fournisseur justement en Chine, parce que nous, on se fournit en Chine avec la LED. Et il y avait justement le conteneur à Anvers.
Et ils n'ont pas donné le bill release parce que le paiement n'a pas été fait. Donc ils ont envoyé la marchandise, mais le camion était là pour réceptionner le conteneur de marchandise, un conteneur de 60 pieds, mais le paiement n'a pas été fait. Et moi je venais d'Allemagne, j'avais acheté une voiture, et il m'appelle. Heureusement que j'avais la carte et le Digipass avec, c'était un paiement assez gros, on ne peut pas faire avec le téléphone. Je me suis arrêté, j'ai pris la tablette sur le bord de l'autoroute, j'ai fait le paiement et puis j'ai continué. Digipass, PC, toujours obligatoire. Digipass, carte, ça c'est obligé, sinon tu ne pars pas sans. C'est obligatoire. Ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Ça fait partie de nos attributions. Obligation. Merci. Avec plaisir. Si tu devais inviter quelqu'un qui prendrait ta place la prochaine fois, qui est-ce que tu pourrais recommander? Aïe, ça c'est une bonne question. Comme entrepreneur ou comme personne? Les deux. J'ai 2-3 personnes en tête, mais je ne sais pas si je peux citer leur nom, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. On avait parlé de Riyad Mehri. C'est vrai que ce serait inspirant aussi. Ouais. Je vais, parce que lui, c'est le champion belge en boxe anglaise. J'ai de la chance de l'avoir proche. C'est un ami et c'est mon coach de boxe. Et je pense que ça va être une inspiration de fou parce que lui, il vient de zéro également. C'est un boxeur professionnel. Il vit de ça. Il est indépendant. Et deuxième personne, j'ai plein des entrepreneurs en tête, mais c'est surtout dans le milieu du bâtiment. Donc, c'est vraiment des gens qui sont venus partis de rien, qui sont venus en Belgique. Avant qu'il y avait tout ce qui est l'euro et tout, donc il n'y avait pas de visa, c'était compliqué, et qu'ils ont vraiment cavalé. Ils sont arrivés en Belgique avec 4 ambulances, avec des trucs, et ils ont fui. Et là, ils sont des chefs d'entreprise de 100, 200 personnes, et des grosses boîtes qui font des dizaines de millions par an. Mais ce ne sont pas des noms, ce sont des gens qui ne sont pas connus sur les réseaux, mais je pourrais vous les présenter à l'occasion et leur demander à corps s'ils veulent justement s'afficher. Parce que souvent, les gens ils sont un peu pudiques. Moi, je viens d'un milieu un peu social, parce que nous, on est un peu sur les réseaux, donc c'est facile à parler face à la caméra. Mais après, vous savez, les gens des chantiers, tu leur mets un téléphone dans la tête. Oh non. Bien sûr. Mais je pourrais en parler un petit peu autour de moi. Des profils un peu atypiques, vraiment des profils qu'ils ont réussi. J'en ai quelques-uns en tête. Okay. Un tout grand merci d'avance, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie d'être présent et d'avoir pris votre temps. Surtout pour le déplacement, parce que vous êtes déplacé pour une fois. C'est pas moi qui. Moi, je pensais que je devais venir chez vous. Mais c'est vrai que le cadre, il est magnifique. Ouais. Oui, on voulait en profiter. Et puis merci aussi pour ton temps. Et puis pour l'air de rien, pour le parcours et pour toute la valeur que tu apportes justement à toutes les personnes qui écoutent. Parce que je suis sûr que ça va inspirer plus d'un. C'est ça l'objectif. Je l'espère qu'on fera d'autres. Peut-être qu'il y aura d'autres questions à poser. Donc, avec grand plaisir. On fera peut-être plus d'épisodes. Une série. On va changer les voitures derrière. Ouais, sinon on change de cadre carrément. Peut-être à Waterloo la prochaine fois. Avec plaisir. Ça peut être chouette. Super. Mais écoute, un grand merci. Merci également à tous ceux qui ont regardé, écouté. Merci à tous. N'hésitez pas à poser des questions. Un grand merci. Et merci à vous. Une fois à tous ceux qui regardent. Et n'hésitez pas pour ceux qui regardent ou qui écoutent à mettre en commentaire les personnes que vous souhaitez justement en interview. Et également les thématiques si vous avez des questions ou ainsi de suite. Ça va. Magnifique. Merci à vous.